Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les modèles classiques de justice pénale. Pour qu'une peine ne soit pas un acte de violence contre un citoyen, elle doit être essentiellement publique, prompte, nécessaire, la moindre des peines applicables dans les circonstances données, proportionnée au délit et déterminée par la loi. Cesare Beccaria 95. Traditionnellement, la pénologie, seconde branche de la philosophie criminelle 96, s'intéresse aux origines et aux justifications du droit de punir. Elle peut être définie comme la discipline criminaliste ayant pour objet d'étudier les fonctions de la peine et l'adaptation de la peine à ces fonctions. 97. Encore dénommée science pénitentiaire, la pénologie, au sens strict, ne saurait être confondue avec le droit de l'exécution des peines ou réduite au droit pénitentiaire, pas davantage à la criminologie de la réaction sociale. Durant de longs siècles, la peine a eu pour fonction d'arrêter brutalement les actions nuisibles à la société par la mise hors d'état de nuire de leurs auteurs. À l'élimination pure et simple, directe ou indirecte par l'exclusion du groupe, ont été progressivement préférés des modes plus humains de neutralisation. La justice publique a en effet permis de tempérer quelques excès de la réaction privée au crime. Pour autant, que cette vengeance privée fût enserrée dans des règles précises et bien que la violence de la réaction publique se soit progressivement atténuée, il demeure que la rigueur des modes de preuve, ordalie, questions préparatoires et préalables notamment, comme la cruauté des châtiments ont dominé l'histoire classique de la pénalité. Mais il serait imprudent d'oublier que nombre de modalités également applicables favorisaient si bien l'apaisement des conflits qu'on tente de les réinventé à l'époque contemporaine 98. Ce n'est qu'à compter de la fin du XVIe siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, qu'un intérêt scientifique est porté aussi bien à la détermination du bien commun, du domaine de la philosophie pénale, qu'aux fonctions de la peine. La pénalité classique est tantôt justifiée par une référence à la divinité, toutes choses ayant leur origine en Dieu, tantôt par le recours au droit naturel en vertu duquel existent des impératifs moraux supérieurs qu'on ne peut violer impunément. Mais à la réflexion, rien ne permet de considérer qu'il existe des valeurs permanentes et immuables provenant du caractère divin de la création, ou de la transcendance de l'être humain sur la nature. Aussi, la plupart des auteurs estiment que la très grande majorité des normes du droit naturel sont en réalité le reflet de ceux qui les découvrent et les élaborent en vue de protéger les atteintes aux valeurs sociales essentielles 99. Il demeure que d'autres auteurs n'hésitent pour autant pas à qualifier le droit de punir d'idéologique, observant que dans la plupart des systèmes politiques, c'est le détenteur du pouvoir qui décide, en dernier lieu, de son contenu. Pour autant, classique et moderne s'accordent pour reconnaître au droit criminel, plus globalement aux sciences criminelles dont la pénologie fait partie, un objectif unique, assurer la coexistence pacifique des citoyens, l'harmonie des rapports entre les membres de la communauté en protégeant de manière plus ou moins rigoureuse les personnes et les biens. Dans le même sens, tous soulignent que le droit criminel, dont la pénologie détermine la fonction de la sanction qu'il édicte pour appartenir à l'État, doit constituer l'ultima ratio. Ce qui signifie que l'on doit exclure de son champ d'action les cas impliquant des valeurs pour la protection desquelles il suffit de recourir à d'autres institutions, comme la famille, l'école ou d'autres communautés diverses, ou à d'autres branches du droit, civil, administratif, social, auxquelles le droit criminel contemporain a abusivement confisqué les contentieux. De surcroît, lorsqu'il est mis en œuvre, le droit criminel ne doit être ni stigmatisant ni discriminatoire. Bien évidemment, le désaccord se creuse sensiblement dès lors qu'il convient de définir le bien commun et les valeurs à protéger d'une part et la stratégie pour y parvenir de l'autre, sans jamais oublier que si le crime, au sens criminologique du terme, est prévu par la loi, c'est ce dont elle s'origine sans. L'influence des structures politiques et des idéologies qu'elles véhiculent ne vont donc pas manquer d'agir sur les politiques criminelles mises en place pour lutter rationnellement contre le crime, prioritairement à titre préventif et en cas d'échec à titre réactif, plus communément dénommé répressif. L'analyse des doctrines classiques et contemporaines quant à la justification de la pénalité, du droit de punir, est riche de ces points de vue. A. Les principaux modèles de justice pénale. 3 principaux modèles de justice ont depuis les origines de la pénalité tenté de justifier la légitimité de la peine,
en lui imprimant tour à tour une fonction morale, une fonction utilitaire ou une fonction réhabilitative. La première cherche le fondement et le but de la peine dans la rétribution de la faute. La seconde assigne par contre à la peine un but politique et utilitaire. La troisième s'applique, plus fondamentalement, à favoriser, par la rééducation, le retour en société, voire la résocialisation du condamné. Ces trois principales fonctions ont justifié la réaction sociale des origines du droit pénal et de la pénologie à nos jours, de manière plus exclusive que complémentaire. 1. Le modèle de la rétribution pénale. Selon ce premier modèle de justice, le condamné est puni parce qu'il a commis une faute, punitur quia peccatum est. La peine procède ainsi d'une fonction morale, c'est une mesure d'expiation. Juste en elle-même, la peine doit faire souffrir le condamné. Une telle rétribution satisfait le besoin de justice des individus. Le sens commun estime en effet que des récompenses doivent être accordées aux bons, des peines infligées aux méchants. En ce sens, ce sont toujours les mêmes formules qui accompagnent une condamnation. Justice est faite, il va payer sa dette à la société. Mais ces théories, dites encore absolues, ne permettent pas de distinguer nettement l'infraction du péché, leur promoteur estimant que la peine doit faire souffrir le coupable de même que dans l'au-delà le châtiment divin s'abattra sur le pécheur non repenti. Plusieurs théories de la rétribution ont été développées, principalement à partir du siècle des Lumières. La rétribution divine voit dans l'infraction l'atteinte portée à un précepte divin, la répression s'exerçant par délégation divine. Une telle théorie n'est bien évidemment concevable que dans les sociétés où le droit est absorbé par la religion. La rétribution morale considère, avec Immanuel Kant, que la peine est un impératif catégorique de la raison de punir sans un. Cependant, la morale ne procède pas de la seule raison, mais est largement sociale, ainsi que l'a démontré Émile Durkheim. La rétribution esthétique prétend, avec Gottfried Leibniz, que la peine doit rétablir l'harmonie préétablie de l'ordre 102. Mais peut-on rétablir une telle esthétique, une telle harmonie en ajoutant au crime la peine qui n'est pas forcément esthétique en elle-même ? La rétribution juridique soutient avec Friedrich Hegel que la peine est une nécessité dialectique. Elle doit exister indépendamment du mal causé par l'infraction parce que le droit, une règle de droit a été violée 103. Le modèle rétributif reçoit généralement le soutien des juristes qui aperçoivent l'origine de la peine dans la vengeance privée, manifestation de l'instinct de conservation de l'espèce humaine. Il ne semble pas davantage remis en cause par les premiers sociologues qui, à la suite d'Émile Durkheim, voient dans l'acte criminel une violation des états forts et définis de la conscience collective, rétribuée au nom de la défense des coutumes 104. La fonction rétributive de la peine, caractéristique de la pénalité classique, a ainsi dominé dans toutes les sociétés humaines qui se sont succédées pour le moins jusqu'à la Révolution française et domine encore dans les systèmes politiques totalitaires. En ce sens, dans les sociétés primitives ou archaïques, la nature de la peine varie selon la qualité de la victime. Au crime intertribal répond la peine privée, mise en œuvre par la famille de la victime, au travers de la vendetta à l'égard de l'infracteur, de l'un des membres voire de l'ensemble du groupe auquel il appartient. Au crime intrafamilial répond le mépris public et l'humiliation, l'infracteur ne devant sa survie qu'à la nécessité de ne pas compromettre la pérennité même de sa famille. Deux types de peines étaient réservés au crime intratribal. La première frappe le sacrilège d'une peine sacrée, conduisant à l'élimination, directe ou par l'exil, de celui qui a souillé le groupe. La seconde frappe tous les autres crimes commis au préjudice d'un membre du groupe et s'apparente davantage aux modalités classiques de la peine pénale. Élimination physique, mise en esclavage, réparation ou restitution, infamie notamment. B. Dans les sociétés antiques, l'élimination semble bien avoir été également la règle. Quand bien même le souci de la limitation de la vengeance privée s'observe, la divinité hellénique frappe sévèrement à Athènes. Selon Aristote, l'homme est corps, appétit, intelligence et la volonté humaine procèdent du désir. Dès lors le criminel n'est pas un malade, c'est un homme volontaire, dont l'acte est engendré par des désirs et des appétits, 105. Il était donc favorable à la mise hors d'état de nuire des criminels. Socrate et Platon furent plus nuancés en demandant que l'on enseignât surtout aux criminels comment ne plus commettre d'infractions, par une instruction et une formation qui leur font souvent cruellement défaut.
À Rome, la sévérité et l'élimination sont aussi la règle. La condamnation ad metallam en est une preuve flagrante. Les infracteurs étaient ainsi contraints d'effectuer des travaux très pénibles, au profit de l'Empire ou de riches propriétaires. Ces travaux, effectués généralement dans les mines, réduisaient le condamné au statut d'esclave perpétuel. Leur peine se déroulait dans des conditions si extrêmes que nombre d'entre eux périssaient rapidement sans cesse. C'est dans les sociétés théologico-politiques, le roi, représentant de Dieu sur terre, tient de lui tous ses pouvoirs. La monarchie française est le meilleur exemple de ce type de société à l'intérieur duquel la réaction sociale est entièrement orientée vers la vindicta. L'ancien droit français est en ce sens décrit comme cruel, arbitraire, hétérogène et inégalitaire. La cruauté s'est longtemps exprimée au travers des peines corporelles. La peine de mort, encourue dans de nombreux cas criminels, s'accompagnait souvent de supplices variés. Les amputations et la torture sans aide préalable à l'exécution, l'écartèlement, la roue, le bûcher, 108. D'autres mutilations accompagnaient la pénalité d'actes moins graves. L'amputation du poing ou de l'index, le fouet, la marque ou flétrissure au fer chaud, la langue percée ou coupée. L'humiliation publique n'était pas rare par le port du carcan, l'amende honorable, l'exposition au pilori ou à la fourche patibulaire. L'arbitraire se manifestait à un double point de vue. Le juge possédait de larges pouvoirs d'appréciation quant à la poursuite, la qualification des faits, l'instruction et le choix des peines. Un tel arbitraire était renforcé par l'hétérogénéité des textes applicables, lois romaines, franques, coutumes, actes royaux notamment. Le fait du prince ajoutait encore aux incertitudes de la répression par les lettres de grâce ou d'abolition de procédure et par les lettres de cachet, privilège royal de la justice retenue. Quand bien même l'arbitraire fut tempéré par les traditions, par la jurisprudence et fortement critiqué par la doctrine, il est très fréquemment réclamé dans les cahiers de doléances lors des États généraux de 1789 que Dieu nous préserve de l'arbitraire du juge et du roi, et que les tribunaux ne rendent plus une jurisprudence contraire aux lois. Mais c'est sans doute le caractère inégalitaire du droit pénal de l'Ancien Régime qui apparaît comme le plus marqué. En ce sens, la compétence des juridictions varie selon la condition respective des prévenus et des victimes, indépendamment de la gravité des actes commis. La gravité du crime ou de la peine est appréciée selon le rang auquel appartenait la victime. Le mode d'exécution de la peine dépend de la qualité du condamné. Le noble est décapité, le vilain pendu. Le principe de la personnalité des peines est ignoré. La condamnation de la mémoire du condamné, la destruction ou la confiscation de tous ses biens frappant injustement tous les membres de sa famille. C'est contre la plupart de ces excès, dénoncés par les philosophes, les encyclopédistes et les pénalistes humanistes des Lumières, que la réflexion pénologique va alors privilégier la défense de la société. 2. Le modèle de l'utilité sociale. La fonction utilitaire de la peine, dominée par le souci de défense de la société, prône que la peine a pour but d'empêcher le crime. C'est donc une mesure de prévention. On punit ut ne pecetur afin d'éviter la commission de nouveaux délits. Une telle prévention, en général, des délits et plus particulièrement encore de leur réitération a été défendue par quelques jurisconsultes célèbres, comme Daniel Jousse 109 ou Pierre-François Muyart de Vouglan 110, à la fin de l'Ancien Régime. Ils soutenaient ce double objectif de la peine par le recours à la publicité des châtiments d'une part, et à la correction de ceux qui échappaient à la peine de mort pour les dissuader de récidiver d'autre part 111. Cesare Beccaria a également aperçu dans l'intimidation le but des châtiments, destiné à empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de la voie du crime, 112. Mais la théorie utilitariste a surtout été systématisée par Jeremy Bentham, appliquant au droit pénal les théories philosophiques et économiques de David Hume et d'Adam Smith, selon lesquelles l'être humain se laisse principalement guider par son intérêt personnel. Avant tout passage à l'acte, tout infracteur se livrerait à de savants calculs tendant à évaluer plaisir et peine, afin d'estimer le plus exactement possible le profit qu'il espère retirer du délit et le mal qui résulterait du châtiment. Pour les utilitaristes, l'être humain est doué d'un libre arbitre, lui permettant notamment d'opérer un tel calcul. Il a donc volontairement choisi d'accomplir un acte qu'il savait interdit, en sachant qu'il risquait une sanction.
De ce point de vue, la théorie utilitariste de la peine, mesure de prévention, peut servir à la fois à la prévention générale et à la prévention spéciale. En ce sens, si la peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer 113, la peine doit avoir pour effet de détourner en général de la criminalité par l'exemple du châtiment infligé à l'infracteur, tous ceux qui seraient tentés de l'imiter. Cette fonction de prévention générale, souvent dénommée fonction d'intimidation collective, peut revêtir plusieurs formes et degrés. L'intimidation pure par la publicité des souffrances en cours d'exécution des peines, la coaction psychologique. Le mal causé doit être supérieur au plaisir espéré par la commission de l'infraction, l'avertissement, l'accent n'étant pas mis sur la représentation de la souffrance comme précédemment mais sur la nature morale de l'être humain, la peine ravivant en lui la persuasion que l'infraction est immorale. C'est par la conjonction de ces modalités particulières que pourra être atteinte la protection de la société tout entière. Il importe de remarquer que la valeur préventive de l'intimidation collective est indémontrable scientifiquement, y compris à l'égard des peines les plus lourdes, comme la peine de mort notamment 114. Et, dans cette optique, la peine doit aussi avoir pour effet d'empêcher spécialement celui qui a commis une infraction d'en commettre d'autres par la suite, dans la mesure où il n'a pas été a priori inhibé par la menace d'une sanction pénale, intimidation collective. La peine joue à son égard une fonction de prévention particulière ou spéciale. La peine peut remplir cette fonction d'intimidation individuelle de 3 manières. Par le moyen de l'élimination en débarrassant pour toujours la société des infracteurs, peine de mort ou peine privative de liberté perpétuelle ou comportant de longues périodes de sûreté, par le moyen de l'intimidation pure et simple en inspirant au condamné la crainte de connaître à nouveau les souffrances que lui apporte le châtiment exécuté, par le moyen de l'amendement ou réforme morale en reclassant le condamné dans la société. On ne peut être que circonspect quant à l'impact réel de l'intimidation individuelle au regard du fort taux de récidive qu'enregistrent nos statistiques judiciaires et pénitentiaires, sauf sans doute en ce qui concerne les crimes contre les personnes. Dans ces derniers cas, la longueur excessive des peines prononcées, de plus en plus souvent accompagnée de périodes de sûreté ou susceptibles d'être prolongées dans le cadre de la récente rétention de sûreté, réduisent les intéressés à une forme avancée de dépendance aux psychotropes, déconnectés qu'ils sont alors et de surcroît à la sortie de prison de toute vie en collectivité. Il faut bien reconnaître que l'efficacité d'une telle intimidation suppose le respect de 2 strictes conditions. La réelle connaissance de l'interdit et de la peine exactement encourue, tout d'abord, par l'infracteur potentiel. Supporté par l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », une telle croyance procède davantage de l'humour glacé 115 du législateur pénal que d'une réalité concrètement constatée. L'exacte évaluation ensuite, du risque d'être pris. Or de ce point de vue, le risque peut faire partie des inconvénients du métier pour les criminels d'habitude, voire professionnels du crime. Il est parfois incalculable pour d'autres infracteurs, pour des raisons de troubles psychopathologiques, de non-assimilation de la norme par les plus jeunes, de prégnance de la situation, au cas de crimes passionnels notamment, et ou de domination du plaisir immédiatement escompté. Le modèle utilitaire de défense de la société est caractéristique des sociétés démocratiques modernes. En effet, c'est en réaction aux excès du rétributivisme pénal de l'ancien droit que le législateur révolutionnaire a formalisé les principes fondateurs de la nouvelle pénalité 116. Ainsi, le respect de la dignité de la personne humaine interdit toute forme de torture ou de châtiment cruel. Plus près de nous, déclarations internationales et conventions régionales proclament que nul ne sera soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants 117. La garantie de la liberté individuelle est également affirmée. Seule l'autorité législative légitime peut y porter atteinte, par l'application d'un droit criminel articulé autour des principes de la légalité des délits, des juridictions et des peines, de nécessité, de proportionnalité, de non-rétroactivité et d'interprétation stricte de la loi pénale. Tout citoyen, jouissant d'une totale liberté d'aller et de venir, de penser et d'opinion, doit être préalablement averti des comportements prohibés. La loi pénale doit émaner du pouvoir législatif, plus exceptionnellement réglementaire.
L'égalité de tous devant la loi pénale interdit de déroger aux règles relatives à la responsabilité pénale pour des motifs tirés des origines ethniques ou de l'appartenance sociale des infracteurs. Le déroulement du procès pénal, dans toutes ses phases, enquête, poursuite, instruction, jugement, comme dorénavant la mise à exécution des peines heureusement juridictionnalisées, ne saurait être influencé par des considérations liées aux qualités des parties, auteurs ou victimes. Dans toute société démocratique, les peines doivent être personnelles et ne frapper que l'auteur même de l'infraction. Mais c'est déjà prendre en considération la personnalité de l'infracteur, autour de laquelle va s'épanouir le troisième modèle de justice pénale. 3. Le modèle de la réhabilitation de l'individu. L'idée de prendre en compte la personne de l'infracteur et, plus globalement, la niche écologique dans laquelle il évolue pour organiser la répression n'est pas nouvelle. Déjà Platon déclarait en ce sens, avec beaucoup de modernité, que si quelqu'un avait commis un crime, la loi lui enseignerait à ne plus le répéter. Les théologiens classiques, assimilant la faute au péché, en ont tiré la conséquence que la responsabilité de l'acte est personnelle. Quand bien même le libre arbitre spiritualiste a pu conduire à des excès, il a permis l'adoption de peines médicinales, visant précisément à l'amendement du condamné 118. Pénitentielle ou pénitentiaire, la peine n'en demeure pas moins pour autant fortement rétributive, y compris dans les théories utilitaristes les plus humanistes. Il n'empêche que la réaction socio-pénale commence à s'intéresser au criminel lui-même. La période positiviste achève le processus de prise en considération de la personne de l'infracteur sur des bases certes discutables mais fondatrices du modèle réhabilitatif. À partir d'une stratégie strictement utilitaire, déconnectée de tout spiritualisme, l'infracteur est dorénavant évalué à l'aune du danger social qu'il représente pour la société. La rationalité scientifique dominante de l'époque, qui voit naître la plupart des sciences humaines et la criminologie en particulier, conduit même à rejeter toute culpabilité chez l'infracteur, déterminée biologiquement pour les uns, sociologiquement pour les autres, dans ses passages à l'acte criminel. Les positivistes ne croient pas en l'exemplarité collective de la peine, d'autant moins depuis la disparition de la plupart des peines corporelles. Ils n'attachent pas davantage de crédit à la coaction psychologique qui suppose la réunion illusoire de trois conditions cumulatives. Prévoyance, dans le calcul du plaisir et de la souffrance pénale, très difficile à évaluer a priori. Certitude de la condamnation, que tout un chacun n'envisage que rarement, espérant ne pas se faire prendre. Prévision consciente du mal éloigné, précisément contredite par la recherche d'assouvissement immédiat des désirs les plus sombres. Quant à l'avertissement, il n'a de sens que si les lois ne sont pas injustement appliquées par des juges qui n'outrepassent pas leur pouvoir, distribuant au surplus de nombreuses sanctions socio-économiques qui frappent les plus faibles, massivement représentés dans la population criminelle. Au plan de l'individualisation spéciale, les positivistes préconisent des mesures d'élimination, peine de mort, transportation, contre les infracteurs dont la dangerosité criminologique est avérée, témibilité ou capacité criminelle élevée et adaptabilité sociale faible. À l'égard des autres infracteurs, diverses peines et mesures de sûreté, imaginées par les positivistes, sont à la disposition des magistrats, adaptées à leur personnalité dont les contours ont été tracés par l'examen médico-psychologique et social systématiquement établi. Orienté vers la résocialisation de l'intéressé, le modèle réhabilitatif va ainsi pouvoir se construire. Au travers de l'individualisation de la sanction, en premier lieu. Celle-ci va reposer sur des modalités multiples, certes fondées sur des raisons d'humanité mais aussi de rationalité gestionnaire des populations pénales, si ce n'est déjà, comme le souligne Françoise Tulkens, pour nous préserver de la honte de punir 119. Il en va ainsi de la généralisation, dès 1832, des circonstances atténuantes à toutes les catégories d'infractions. Il en va encore de l'aménagement de la peine privative de liberté, dans la continuation des travaux de l'école pénitentiaire, marquée notamment par la théorie de l'emprisonnement de Charles Lucas. Les régimes pénitentiaires évoluent alors profondément. Il importe de favoriser le relèvement des condamnés, de faire revivre socialement, selon l'heureuse expression de Raymond Saleil, ceux qui développent de réels efforts en vue de leur retour en société. Tout au long des 2 siècles précédents,
Dans un souci d'humanisation et non d'abolition, remarquable, les aménagements de la peine privative de liberté vont se diversifier, régime d'incarcération, libération conditionnelle, suppression de la relégation des multirécidivistes, tout comme les alternatives à l'emprisonnement, sursis simple ou avec mise à l'épreuve. La réforme à mort de 1945 en sera le point d'orgue avec l'institutionnalisation, éphémère dans les textes, du régime progressif et de l'observation scientifique des condamnés, création du Centre national d'orientation de Fresnes CNO. Mais c'est surtout au travers de la pénalité appliquée aux mineurs, en second lieu, que le modèle réhabilitatif va trouver à s'épanouir. Amorcé en 1912, la spécificité de leur prise en charge est fondamentalement organisée par l'ordonnance du 2 février 1945, dont l'actualité est indiscutable. Une telle heureuse spécificité se manifeste au niveau des juridictions réservées aux mineurs, des procédures mises en œuvre en leur sein par des intervenants spécialisés et des sanctions prononcées. Priorité est donnée à l'éducatif sur le répressif, logiquement, au regard de la socialisation pauvre des intéressés. Les mesures éducatives retenues s'appuient sur les besoins de l'adolescent, appréhendés dans sa globalité psychosociale et environnementale. De multiples examens cliniques et enquêtes sociales permettent d'en fixer les contours. Pluridisciplinaires, les équipes de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent, sous la responsabilité du juge des enfants, à la restauration du lien social, en partenariat avec les autres services sanitaires et sociaux spécialisés. Dans toute la mesure du possible, la famille de l'adolescent est associée au processus rééducatif. C'est en l'accompagnant, la supportant bien plus qu'en l'accablant de défaillance voire de culpabilité, que la famille comprendra à son tour le sens réel de sa fonction de socialisation primaire 120. Pour être généreuse et cohérente, l'appropriation par les intéressés des instruments utiles à leur réhabilitation est toujours délicate. Elle suppose la responsabilisation de l'auteur par rapport aux actes commis et à leurs conséquences sur la personne victimisée, la reconnaissance du bien fondé de la sanction et la certitude d'une véritable réintégration sociale, cumulativement. Elle induit aussi que les moyens en personnel et matériel soient disponibles et effectivement mobilisables. À ces derniers points de vue, le compte est loin d'être bon. Il devient alors inacceptable de réduire l'échec, sans cesse annoncé, du modèle réhabilitatif à celui patent dans le même temps, de la privation pénale de liberté. Non seulement le traitement pénitentiaire de résocialisation peut être notablement amélioré, mais surtout, de nombreuses autres sanctions non carcérales sont disponibles pour la réhabilitation ou la resocialisation des condamnés 121. On ne saurait davantage consommer le prétendu échec, surmédiatisé, du modèle réhabilitatif éducatif au bénéfice des mineurs sans établir de lien avec l'aggravation des conditions de socialisation de ces générations successives sacrifiées sur l'autel des 30 piteuses. Nos sociétés démocratiques se sont inspirées des propositions positivistes pour tenter d'adapter la peine à la personnalité de l'infracteur. Mais elles témoignent encore de la permanence des modèles rétributifs et utilitaires. L'évolution historique des modèles de justice, loin d'être linéaire, confirme bien les hésitations, avec des accents néanmoins particuliers selon les époques, à ne privilégier que des réponses strictement éliminatrices. B. L'évolution des modèles de justice pénale. Subséquemment à l'évolution de nos sociétés humaines, la réaction sociale au crime va s'adapter aux transformations des idées et des mœurs par la mise en place, tout au long de notre histoire, de dispositifs plus ou moins formels et rationnels. La naissance des sciences humaines va ensuite conduire à une réflexion scientifique critique sur les justifications du droit de punir. À l'heure actuelle, selon les régimes politiques en place, les politiques de lutte contre le crime sont fondées sur l'une ou plusieurs fonctions de la peine, aujourd'hui nettement repérées et évaluées. Mais bien plus que d'une abolition constante 122, l'histoire de la pénalité se caractérise seulement par la recherche, loin d'être aboutie à ce jour, d'une plus grande humanisation 123. 1. La période pré-scientifique. Les sociétés archaïques ou primitives jusqu'à la fin du XVIe siècle, la réaction sociale au crime a été rigoureuse, voire cruelle, en tout état de cause rétributive. À de rares exceptions près, la fonction assignée à la peine consistait à faire souffrir le condamné dans son corps avec parfois
l'espoir de dissuader ceux qui seraient tentés par la transgression d'un interdit pénal en leur promettant de subir les mêmes châtiments cruels et définitifs. 124. La substitution de la justice publique à la justice privée n'a eu que pour principal effet, ce qui apparaît pour autant essentiel, de limiter l'intensité du mal porté en réponse à l'acte posé par l'infracteur. La loi du talion a ainsi constitué la première manifestation de l'imitation de la vengeance privée, sans doute la première rupture épistémologique en pénologie. 125. L'abandon noxal, de noxa préjudice, offre encore la possibilité de remettre à la famille de la victime l'auteur du crime. La composition volontaire, permettant à la famille de l'auteur du crime de désintéresser la famille de la victime par le versement d'une somme d'argent, fit l'objet, dans le même ordre d'idées, d'une tarification par l'État. La part perçue par lui pour le prix de son intervention augmenta progressivement pour aboutir au système des frais de justice et de l'amende, exclusivement perçue par l'État, la victime se contentant de la réparation civile du dommage. Certes, comme il a été souligné précédemment, des philosophes ou des religieux se sont révoltés contre la machine pénale éliminatrice en proposant avec beaucoup de modernité, de viser davantage l'amendement du condamné. Pour autant, la connaissance des pratiques judiciaires, de mieux en mieux mise en évidence par les travaux d'historiens de la justice, atténue assez sensiblement ce constat de la rigueur de la réaction socio-pénale au crime. Il semble dorénavant bien établi que toutes les affaires criminelles ne parvenaient pas devant les juridictions officielles, saisies finalement que des crimes les plus complexes, ou de ceux commis à l'égard des autorités ou de victimes appartenant aux classes privilégiées. Et plus étonnant encore, justice et infrajustice apparaissent comme complémentaires, bien plus rarement antagonistes. Benoît Garneau souligne ainsi l'omniprésence de l'infrajustice qui, loin d'être désorganisée, repose sur un consensus social bien établi et accepté par la justice même. Un tel consensus s'accorde sur la nécessaire intervention-médiation d'un tiers, individuel ou collectif, pour décider un règlement entre les parties en conflit, arbitrage, ou pour l'entériner, conciliation. Règlement qui de ce fait prend concrètement force d'obligation morale et sociale aux yeux, non seulement des parties concernées, mais de tous les membres de la communauté. 126. Les arrangements se concluent par un accord financier, une compensation en argent, le rétablissement de l'honneur de la victime, la réconciliation entre les parties ou les groupes concernés notamment. Mais c'est particulièrement la philosophie des Lumières qui a permis l'avènement de la seconde rupture épistémologie de la pénalité. Les lois pénales révolutionnaires se sont fortement inspirées des propositions des philosophes, encyclopédistes et juristes des Lumières. D'esprit utilitariste, elles consacrent notamment les principes de la légalité des délits, des juridictions et des peines, de la proportionnalité des peines, fixes et publiques, tournées néanmoins le plus possible vers l'amendement du condamné en vue de sa réintégration sociale. Rejetant les excès de la fastueuse utopie 127 révolutionnaire, le Code pénal de 1810 cumule les fonctions rétributives et utilitaires, sans beaucoup d'attention aux idées de Beccaria qui pensait avec intelligence que la certitude de la peine valait bien plus que l'intimidation collective de son éventuel prononcé. Sévère, le nouveau Code pénal réinstitue sous l'influence des moralistes le nombre de cas passibles de la peine de mort tout comme l'amputation du poing du parricide notamment et traite, avec beaucoup de rigueur, les infractions contre les mœurs. L'école néoclassique va tenter à partir de la monarchie de Juillet, de concilier, dans le même sens, théorie rétributive et utilitaire, mais en distinguant la cause morale du but utilitaire de la peine. La première repose sur la culpabilité de l'être humain, doué d'un libre arbitre, justifiant la rétribution du mal par le mal. Le second conduit à vouloir tirer le meilleur parti de l'intimidation collective et individuelle de la peine. Sous l'influence de la doctrine et des pratiques judiciaires, l'amendement du condamné ne va pas cesser d'être fortement encouragé, notamment au regard de l'application de la peine privative de liberté, nouvelle venue dans l'arsenal de la pénalité depuis la Révolution de 1789-128. 2. La période scientifique. Si l'adage « jamais plus qu'il n'est juste, jamais plus qu'il n'est utile » a inondé la pénalité néoclassique, l'approche positiviste du crime va constituer la troisième rupture épistémologique importante de la pénalité moderne. Face au phénomène criminel,
la société doit mettre en œuvre des mesures de défense sociale adaptées à la dangerosité de l'infracteur. Selon la témibilité et l'adaptabilité évaluée des condamnés, différents moyens seront utilisés, réparatoires, répressifs ou éliminatoires. 129. De toutes les innovations positivistes dans la lutte contre les comportements criminels, celle de l'adaptation de la sanction à la personnalité du condamné va profondément pénétrer notre système de justice pénale. Cependant, les excès du positivisme, rejet de la légalité formelle, limite du déterminisme scientiste, impérialisme de la clinique psychologique et sociale notamment, tout comme ses apports incontournables, prise en considération de la personnalité de l'infracteur, mesures de sûreté notamment, 130, pour inaugurer la pénalité moderne, vont cristalliser les pratiques judiciaires tout comme la réflexion pénale dans des politiques pragmatiques et éclectiques. Autant la nouveauté des connaissances sur l'être humain, dans sa globalité biopsychosociale, que celle des méthodes pour les intégrer au procès pénal vont engendrer, dès les premiers jours du positivisme, un temps d'observation critique et d'application très mesuré des évolutions pourtant reconnues comme souhaitables. L'inévitable combinaison entre le libre arbitre et le déterminisme, notamment social, va conduire à ne retenir que les aspects les moins discutables des théories de la pénalité en présence et à rejeter fermement les excès qu'elles comportent. La transformation de la réaction pénale au crime est alors en marche, non pas pour aboutir à l'abolition constante de la peine, comme d'aucuns le prétendent encore, mais en vue d'humaniser les réponses pénales conformément à l'évolution des idées et des mœurs de l'époque contemporaine. 131. La doctrine de défense sociale nouvelle 132, emportée par Marc Ancel en France 133, aboutira à la distinction dans la complémentarité des prises en charge entre responsabilité et peine d'une part, état dangereux et mesures de sûreté de l'autre. Appliquée initialement aux mineurs, cette pénalité moderne va embrasser toutes les catégories d'infracteurs sur la base d'un principe nouveau. La meilleure des défenses dont dispose la société, c'est encore l'adaptation, l'amélioration des condamnés. Il convient en ce sens d'encourager leur responsabilisation, c'est-à-dire leur aptitude à tirer profit de la sanction. Avec une pertinence inégalée, juristes et criminologues s'associent pour la promotion d'un traitement de résocialisation, affirmant que la peine et la mesure de sûreté doivent s'intégrer dans une politique criminelle humaniste d'ensemble, fondée sur la personnalité de l'infracteur et la protection de la société. 134. Loin de sacrifier le droit pénal à la criminologie, la défense sociale nouvelle entend bien plus heureusement les harmoniser. 3. La période actuelle. La plupart des États modernes ont connu semblable évolution, de la rétribution de l'acte à la réhabilitation de leur auteur, dans un souci toujours affirmé de protection de la société. Certains d'entre eux, caractéristiques de régimes totalitaires, ont mis ou mettent en place des politiques criminelles de neutralisation, voire d'exclusion, peu soucieuses de la garantie et du respect des droits humains. D'autres États démocratiques combinent bien plus heureusement réponse étatique et réponse sociétale, avec des nuances certes parfois assez prononcées, pour lutter contre le phénomène criminel. Dans les sociétés totalitaires, caractéristiques de régimes dictatoriaux passés ou actuels, la peine est érigée en une souffrance continue. Les châtiments infligés doivent définitivement détourner les condamnés, de droit commun ou politique, d'une quelconque récidive. La torture est systématiquement utilisée, à titre probatoire ou de peine, avec une infinie variété de procédés tous aussi inhumains les uns que les autres. L'arbitraire y est constant, la légalité pénale apparaissant de pure forme. Le danger social pour la race à l'époque nazie, pour les intérêts du prolétariat aux plus sombres périodes de l'ère communiste, pour l'intégrisme religieux ou pour les privilèges de la junte militaire au pouvoir ailleurs dans le monde sont érigés en infractions, vouant leurs auteurs au camp d'extermination nazi, au goulag communiste, au stade sud-américain, aux prisons politiques, quand ils ne disparaissent pas tout simplement à la suite des exécutions sommaires perpétrées par des escadrons de la mort, ou d'autres milices notamment. Les méfaits de certaines propositions excessives de l'école positiviste, dans leur rejet du principe de la légalité des délits et des peines, tout comme dans l'affirmation du déterminisme biologique de certains comportements humains, se trouvent ainsi clairement illustrés. Il n'est que de lire les rapports annuels des associations internationales ou des organisations non gouvernementales humanitaires,
pour mesurer l'ampleur et la cruauté de la répression politique dans un nombre important de pays dirigés par d'authentiques dictateurs. 135. B. Dans les États démocratiques, l'évolution de la fonction de la peine est caractérisée, à l'opposé et de manière très nette, par l'humanisation des réponses socio-pénales. L'accent est manifestement mis sur la prévention des inadaptations et des déviances en général, des comportements criminels en particulier. La prévention précoce, encore dénommée développementale 136, régulièrement évaluée à partir de programmes scientifiques de grande qualité méthodologique, démontre en ce sens que les interventions au plus près de l'émergence des facteurs de risque, de manière massive et selon une stratégie multidisciplinaire de support, sont de nature à compenser les défaillances et lacunes de la socialisation des jeunes précarisés qui y sont exposés. 137. De la même manière, la plupart des démocraties anglo-saxonnes ou continentales ont installé des processus alternatifs à la pénalisation des conflits, par le recours à des modalités plus proportionnées, souples et concrètes de régulation des conflits, à côté du système de justice pénale ou en son sein, amorçant par là même la réactivation de la justice restaurative. Quant à la réhabilitation des condamnés, le développement des mesures exécutées au sein de la communauté, à côté des peines privatives de liberté lorsqu'elles s'imposent, consolide l'individualisation de la sanction destinée à favoriser, dans les meilleures conditions possibles, le maintien ou le retour des intéressés en société. Cependant, au sein de quelques pays incontestablement démocratiques, le pire peut aussi côtoyer le meilleur. La nouvelle pénologie, d'inspiration principalement états-unienne, de Tough Policy tend à se rapprocher fortement des stratégies rétributives de l'acte criminel. C'est le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne notamment où les politiques criminelles sont de plus en plus pensées et activées en termes d'humiliation des condamnés, shame sanction, de gestion des risques, bracelets et implants électroniques, home détention notamment, d'élimination indéterminée, 3 strike and you are out, 138, sur fond pervers de néo-utilitarisme, de criminologie actuarielle, de protection hypocrite de la société. C'est en France, de manière constante, comme il a été souligné précédemment, la complémentarité des approches pénales et criminologiques a été mise en œuvre sous l'influence de la doctrine de défense sociale nouvelle, par la combinaison des peines et des mesures de sûreté dont témoigne notre riche code pénal. En ce sens, la résocialisation de l'auteur d'infraction est officiellement reconnue comme fonction essentielle de la sanction 139. C'est ainsi que le Code pénal l'entend à l'alinéa second de l'art. 132 à 24. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. 140. À cette fin, l'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif à la liberté du condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion. 141. En ce sens, les caractéristiques de la personnalité du condamné et de son contexte socio-culturel et économique sont pris en compte lors de la mise en place, au sein des établissements concernés, des projets d'exécution des peines, PEP. Les besoins sanitaires des condamnés sont de mieux en mieux assurés. 142, au sein des SMPR, UXA, des UHSI ou des UHSA. Dans le même esprit, le constat de la moindre dangerosité de certains infracteurs favorise l'introduction massive de mesures alternatives aux poursuites, comme notamment la médiation pénale, de substituts au court temps pénitentiaire, du travail d'intérêt général, de la réparation pénale à l'égard des mineurs, des jours amendes et du placement sous surveillance électronique. Des mesures de sûreté pré- ou post-délictuelles prennent en compte les difficultés rencontrées par certaines catégories de personnes, toxicomanes ou alcooliques dangereux, agresseurs sexuels. Le personnel pénitentiaire se diversifie et tend à se constituer en équipes pluridisciplinaires, en milieu fermé comme en milieu ouvert. Mais surtout la richesse de notre arsenal de sanctions est de nature à permettre de répondre de manière adaptée aux divers types de délits et de crimes, comme l'a préconisé depuis longtemps Cesare Beccaria 143. Et plus particulièrement encore à l'égard des mineurs. Cependant, notre système de justice pénale semble subir à l'heure actuelle les coups de butoir de politiques néo-utilitaristes, voire même d'orientation parfois nettement vindicative,
et de doctrines abolitionnistes d'origine pénale ou criminologique qui font vaciller les pratiques. Il n'est pas inintéressant de noter que ces débats pénologiques contemporains se réfèrent souvent aux mêmes travaux des auteurs les plus reconnus, mais en donnent une interprétation diamétralement opposée. Les aléas de la politique intérieure française conduisent en ce sens le législateur à privilégier, dans la lutte contre le crime, des réponses d'intimidation individuelle, l'infracteur étant considéré comme le seul responsable de ses actes. Une telle approche économique des comportements humains en général, criminels en particulier, pour présenter une explication possible relativement aux actes d'appropriation plus ou moins graves, est invérifiable scientifiquement quant au crime, au sens juridique du terme, contre les personnes. Dans tous les cas, malgré ces prétentions scientistes tentent à renouer avec les théories évolutionnistes qu'à recourir aux apports récents des neurosciences, elles constituent une régression certaine en pénologie, au regard des évaluations disponibles qui soulignent le caractère contre-productif de la plupart de ces réponses. Nier à ce point les influences écologiques, au sens large de la criminologie, et culturelles qui favorisent le passage à l'acte criminel leur ôte tout crédit scientifique. 144. La criminologie actuarielle, dans une même démarche empreinte d'une désillusion désastreuse relativement aux comportements humains, considère le passage à l'acte criminel comme un choix rationnel. 145. Dans le cadre plus large de la gouvernance de la sécurité, elle propose des outils probabilistes de gestion du crime fondés sur divers critères comme l'origine ethnique, l'âge, le comportement et l'habitat notamment. Une telle stratégie, sans doute utile en complément harmonieux avec les autres formes de prévention, constitue une régression majeure au travers du rejet de l'humanité des protagonistes, l'acte posé étant d'envisager uniquement comme un risque social objectif. Les comportements criminels sont ainsi envisagés uniquement au travers des résultats d'analyse statistique globale, provenant de l'activité de groupes divers d'individus. 146. Dans la confusion la plus contestable entre prédiction et prévention, elle opère un retour aux excès de l'utilitarisme et du positivisme les plus classiques. 147. À l'opposé, par une excessive politisation de l'analyse du phénomène criminel, quelques auteurs juristes ou criminologues réclament plus ou moins fermement l'abolition du système de justice pénale, intimement et définitivement lié aux entrepreneurs moraux, détenteurs du pouvoir politique en place, l'infracteur étant alors davantage considéré comme victime du système pénal, comme un bouc émissaire, le crime comme le symptôme des désordres sociaux générés par l'exclusion des intéressés. 148. Dans ce même esprit mais de manière plus nuancée et constructive, certains partisans de ce courant de pensée réclament la dépénalisation des comportements non manifestement contraires à l'harmonie sociale, ou s'analysant davantage comme des manquements à la discipline communautaire. D'autres encore soulignent les avantages de la déjudiciarisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.